Dans une salle d'audience tendue, un garçon de 10 ans pointe du doigt le juge et déclare « Vous êtes le tueur », laissant tout le monde dans un silence stupéfait. Les portes en bois de la grande salle d'audience s'ouvrirent en grinçant, leur poids résonnant contre le sol en marbre, envoyant un frisson froid dans la galerie silencieuse. La salle, un témoignage imposant de justice et de pouvoir, semblait respirer à l'unisson des spectateurs rassemblés, tous attendant ce qu'ils savaient déjà être une farce de procédure régulière. Et pourtant, malgré toute sa grandeur, toute sa promesse d'impartialité, l'air dans la salle d'audience semblait lourd, suffocant, chargé de quelque chose d'invisible mais profondément ressenti. C'était le poids de destins prédéterminés, d'accords silencieux échangés dans des couloirs hors de la vue du public, d'un système qui avait depuis longtemps échangé la vérité contre la commodité. Par ces portes, un garçon passa, petit, fragile, une silhouette sur fond d'immensité écrasante de l'arène judiciaire. Daniel Reyes, âgé de 10 ans seulement, sa silhouette délicate mais sa présence impossible à ignorer, avançait d'un pas délibéré et mesuré. La salle d'audience l'engloutit dans son immensité, les piliers de marbre froid se dressant comme des sentinelles, silencieux et indifférents à la bataille qui s'y déroulait. Il ne s'effondra pas, ni ne faiblit. Ses yeux, des mares sombres de chagrin et de connaissance, exprimaient quelque chose de bien au-delà de son âge. Un enfant ne devrait pas arborer une telle expression, le genre qui parle d'une perte trop grande pour être comprise, de vérité bien trop dangereuse pour être retenue. Son regard, sans broncher, trouva l'homme assis sur le plus haut banc, celui qui exerçait le pouvoir ultime dans cette procédure. Le juge Marcus Holloway, une figure d'autorité incontestée, un homme de prestige dont le nom était synonyme d'intouchabilité. La robe noire qui drapait sur lui n'était pas un symbole de justice mais de domination, un manteau qu'il portait depuis des décennies, façonnant la loi comme il l'entendait. Son visage ne trahissait rien lorsqu'il observait l'enfant devant lui, son expression taillée dans la pierre, illisible, impénétrable. Son maillet, lisse et poli après des années de décisions qui ne bénéficiaient qu'à ceux qui avaient de l'influence, reposait à portée de main, une arme déguisée en instrument de justice. L'affaire qui lui était soumise avait été déclenchée bien avant que la première preuve n'ait été déposée, avant que le premier témoin n'ait prêté serment, avant même que la victime n'ait rendu son dernier souffle. Le meurtre d'Hector Reyes n'avait pas été un crime passionnel ni un acte aléatoire. Il avait été délibéré, calculé, l'effacement d'un homme dont le seul tort avait été de rechercher la vérité, un journaliste qui avait refusé de détourner le regard, qui avait creusé trop profond, qui avait exhumé des noms qui n'étaient pas censés être prononcés. Officiellement, le décès avait été qualifié d'accident, de malheur tragique qu'aucune enquête ne pouvait effacer. Officieusement, c'était un avertissement, un message griffonné dans le sang pour ceux qui osaient suivre ses traces. Dans cette ville, ceux qui parlaient trop avaient tendance à disparaître, leur voix s'éteignant avant de pouvoir résonner trop loin. De l'autre côté de la salle d'audience, assis derrière des bureaux en acajou poli qui brillaient sous la lueur oppressante des lustres, l'équipe de défense observait avec des expressions allant de l'ennui à un léger amusement. Des hommes qui avaient passé leur carrière à manœuvrer dans le labyrinthe du système judiciaire, non pas en vertu de leurs compétences ou de leur droiture, mais grâce à des alliances judicieusement placées et à des promesses échangées dans des conversations chuchotées derrière des portes closes. À leur tête se trouvait le procureur Victor Langston, un homme dont la réputation ne reposait pas sur le respect de la justice, mais sur son application sélective. Il avait l'air d'un homme qui connaissait déjà l'issue du procès avant même le début, une confiance suffisante irradiant de chacun de ses mouvements calculés. Lui et son équipe ne craignaient pas la procédure, car elle avait été conçue en leur faveur. Il représentait le sénateur Charles Whittaker, un personnage au pouvoir immense, un homme dont le nom avait du poids dans les couloirs du gouvernement, dont la portée s'étendait au-delà des limites de tout tribunal. C'était lui qui était accusé, celui dont les mains auraient orchestré le meurtre d'Hector Reyes. Mais dans l'ombre, derrière la façade soigneusement construite des batailles juridiques et de l'examen public, les murmures parlaient de quelque chose de plus profond, de bien plus sinistre. Le sénateur n'était qu'une pièce sur un échiquier plus grand, un pion déplacé par des mains bien plus dangereuses que les siennes.
La corruption ne s'arrêtait pas avec lui. Elle commençait simplement là, s'infiltrant vers les plus hauts rangs du pouvoir, où les noms n'étaient prononcés qu'à voix basse, où les décisions étaient prises derrière le voile du secret. Daniel n'était pas censé être là. Sa présence à la barre des témoins ne faisait pas partie des plans soigneusement élaborés. Elle n'était pas un élément qui avait été pris en compte dès le début. Un enfant était imprévisible, un facteur qui ne pouvait être contrôlé par l'intimidation ou la manipulation. Son témoignage, s'il était autorisé, pourrait briser l'illusion qui avait été si méticuleusement élaborée. Le système ne s'était pas préparé à lui parce qu'il n'en avait jamais eu besoin. Mais 2 semaines plus tôt, quelque chose avait changé. Un colis, banalisé et inattendu, était arrivé à la porte d'Elliot Grayson, un avocat de la défense dont le nom n'était pas prononcé avec révérence, mais avec frustration chez ceux qui préféraient que les affaires soient tranchées avant même qu'elles n'atteignent le stade du procès. Ce n'était pas un homme riche ou prestigieux, pas quelqu'un qui avait gravi les échelons en s'alignant sur les puissants. Il était épuisé mais acharné, un homme qui en avait trop vu et refusait de détourner le regard. Il avait combattu des affaires que d'autres avaient jugées ingagnables, non pas parce qu'il croyait à la victoire, mais parce qu'il croyait à la vérité. À l'intérieur du colis se trouvaient des preuves réelles, accablantes, indéniables. Pas seulement contre le sénateur Whittaker, mais contre les forces invisibles qui l'avaient protégé. Il avait fallu moins d'1 heure à Grayson pour comprendre le poids de ce qu'il avait reçu, et encore moins de temps pour se rendre compte du danger qui l'accompagnait. L'expéditeur restait anonyme, ses motivations inconnues, mais son intention était claire. Quelqu'un, quelque part, voulait que la vérité soit entendue. Et donc, contre tous les avertissements, contre toutes les menaces qui s'étaient présentées dans les jours qui avaient suivi, Grayson avait fait l'impensable. Il avait inscrit le garçon sur la liste des témoins. Et maintenant, Daniel Reyes se tenait au centre de la salle d'audience, le poids de l'héritage de son père pesant sur ses petites épaules, les yeux des hommes qui voulèrent le faire taire le perçant de toutes parts. Il n'était qu'un enfant, et pourtant, il portait en lui le potentiel de défaire les fondations mêmes sur lesquelles ces hommes avaient bâti leur pouvoir. Sa voix n'avait pas encore été entendue, ses mots n'avaient pas encore été prononcés, mais déjà, la salle d'audience pouvait sentir le changement. La tension n'était plus un courant sous-jacent silencieux, mais une chose vivante, pressant contre les murs, s'infiltrant dans l'air. Pour la première fois depuis longtemps, une incertitude planait sur le visage de l'homme au pouvoir, que les hommes au pouvoir n'avaient pas pris en compte. Daniel Reyes était venu pour parler, et rien au monde ne pouvait l'arrêter à présent. Grayson se déplaçait avec une détermination constante, tandis qu'il conduisait Daniel à la barre des témoins, sa présence servant de bouclier contre le poids oppressant des menaces non formulées de la salle d'audience. Le garçon, bien que de petite taille, marchait avec une détermination qui envoyait des ondes à travers la salle. Une force qui ne pouvait être ignorée malgré les tentatives pour le faire taire. La tension, déjà épaisse depuis le moment où il avait franchi les grandes portes, semblait se solidifier, devenant plus lourde à chaque pas vers la tribune surélevée où ses paroles allaient bientôt changer le cours des choses. En arrivant au banc en bois, Grayson posa une main rassurante sur l'épaule de Daniel, un message silencieux selon lequel, même dans cette tanière de loup, le garçon n'était pas seul. L'objection avait été rapidement formulée par la défense, comme prévu. Leur voix était tranchante, leur raisonnement mêlé de l'arrogance d'hommes qui n'avaient jamais connu de véritable résistance. Ils avaient soutenu que le témoignage d'un enfant ne pouvait être que motivé par l'émotion, peu fiable, sans rapport. Ils avaient masqué leur peur derrière la procédure, citant des règles, des précédents et toute formalité technique qui aurait pu empêcher la voix de Daniel d'être entendue. Mais malgré la résistance, malgré les tentatives à peine dissimulées d'effacer sa présence de la procédure, le juge Holloway l'avait autorisé. La décision avait été prise avec réticence, avec hésitation, avec une lueur d'illisible dans ses yeux. Que ce soit la pression de la salle, l'optique de nier le dernier témoin vivant lié à la victime, ou quelque chose de plus profond, quelque chose de caché sous les couches de pouvoir qu'il avait soigneusement construites, c'était inconnu. Mais le marteau n'était pas encore tombé et pour le moment, Daniel avait sa chance de parler. La chaise en bois gémit légèrement alors qu'il montait dessus
ses petites mains agrippant les bords des accoudoirs, se stabilisant alors que tous les yeux se posèrent sur lui. La salle d'audience, déjà tendue, semblait se rétrécir, chaque respiration retenue, chaque mouvement immobilisé, alors que le moment s'étirait dans une anticipation insupportable. Ses yeux sombres se levèrent, se fixant sur la silhouette assise sur le plus haut banc, l'homme qui avait passé des décennies à rendre des jugements sur les autres, qui se retrouvait maintenant au centre de ce même jugement qu'il avait longtemps évité. Daniel inspira profondément, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sous le poids de ce qu'il s'apprêtait à faire. Puis, d'une voix qui ne vacillait pas, il parla. Il posa la question qui transperça la salle d'audience comme une lame, tranchant à travers le faux décorum, à travers l'illusion de contrôle. Il posa une question sur son père, sur le lien qui avait existé entre Hector Reyes et l'homme qui siégeait maintenant en tant que juge. Le juge Holloway réagit à peine. Son expression restait soigneusement neutre, un masque perfectionné au fil des années de décisions calculées, d'équilibre entre pouvoir et apparence avec une précision naturelle. Sa réponse fut sans hésitation, d'un ton dédaigneux, écartant la question comme sans rapport avec la procédure, comme si le lien personnel avec le journaliste assassiné n'avait aucun poids dans un procès construit autour de ce meurtre même. Mais Daniel ne faiblit pas. Sa voix se fit entendre, ferme et inébranlable, coupant court aux murmures qui commençaient à se propager dans la galerie parmi les équipes juridiques assises de chaque côté. Il parle de confiance, de la conviction de son père que Holloway avait été autrefois un homme intègre, un homme qui recherchait la justice plutôt que de la contrôler. Il parle de la foi qui avait été placée entre de mauvaises mains, une foi qui avait conduit à la trahison. Et puis, le moment arriva. Les mots, tranchants et accablants, résonnèrent dans la salle d'audience avec une force qui sembla ébranler les fondements mêmes du procès. Il accusa le juge sans détour, levant le voile de l'autorité, révélant la vérité qui était restée cachée sous des couches de manipulation et de pouvoir. Les mots n'hésitèrent pas, ne demandèrent pas la permission. Ils arrivèrent comme un marteau, s'écrasant sur le récit soigneusement construit qui avait protégé ceux qui détenaient le contrôle pendant si longtemps. La réaction fut instantanée. Un halètement collectif parcourut la salle, l'incrédulité et le choc se répercutant sur les expressions polies des avocats, du jury, des spectateurs qui s'attendaient à un résultat prédéterminé. Même l'huissier, un homme qui était resté immobile pendant d'innombrables procès, fit un pas involontaire en avant, comme s'il ne savait pas si une intervention était nécessaire, comme s'il ne savait pas si ce moment avait déjà dépassé les limites de la procédure. Les doigts du juge Holloway, qui s'était reposé avec une aisance habituée sur le maillet, s'enroulèrent maintenant autour de lui, saisissant le bois poli avec force. Mais pour la première fois de sa carrière, pour la première fois depuis toutes ces années où il exerçait un contrôle absolu, il ne l'abattit pas. L'hésitation, brève mais indéniable, se répandit dans la pièce comme une fissure dans un mur autrement impénétrable. Sa voix, quand elle se fit entendre, était mesurée, calculée, enveloppé de l'autorité qui avait toujours commandé l'obéissance. Il avertit le garçon de la gravité de ses paroles, du danger de telles accusations, de la menace tacite soigneusement tissée dans les syllabes. Mais les mots qui avaient autrefois réduit au silence d'innombrables autres personnes, qui avaient enterré des vérités avant qu'elles ne puissent jamais voir la lumière, n'avaient aucun pouvoir ici. Daniel ne broncha pas. Il ne recula pas sous le poids de la présence du juge, ne se recroquevilla pas sous le regard d'hommes qui avaient bâti leur carrière sur le contrôle du récit. Au lieu de cela, il avança, sa voix inébranlable, ses mots tranchant la salle d'audience comme un scalpel. Il parle de ce qu'il avait trouvé, de la découverte faite 2 semaines auparavant, cachée dans les vestiges du travail de son père, un secret enterré non par accident, mais par nécessité, une vérité trop dangereuse pour être connue avant le bon moment. Il se tourna vers Grayson, son signal silencieux envoyant une nouvelle vague de tension dans la pièce. L'avocat, dont l'expression était un masque de détermination tranquille, fouilla dans sa poche et en sortit le petit appareil. La salle d'audience sembla retenir son souffle tandis qu'il appuyait sur lecture. Et puis, la voix d'Hector Reyes emplit la pièce. Le son était inimitable, la clarté indéniable. Ce n'était pas la voix d'un homme spéculant, ni la voix d'un homme incertain. C'était la voix d'un homme qui avait connu son sort bien avant qu'il ne vienne, qui avait vu l'étau se resserrer autour de lui et avait fait la seule chose qui lui restait à faire. Il avait laissé derrière lui la vérité,
une confession non pas de ses propres péchés, mais des péchés de l'homme qui l'avait condamné. L'enregistrement portait le poids de l'inévitabilité, les derniers mots d'un homme qui avait compris que la justice ne viendrait pas pour lui, mais que peut-être, un jour, elle viendrait pour ceux qui restaient. Les noms prononcés n'étaient pas vagues, ni cachés derrière des sous-entendus. Ils étaient clairs, prononcés avec conviction. Ce n'était pas le sénateur, ce n'était pas le procureur, ce n'était pas l'un des coupables attendus, les personnages placés devant le tribunal pour détourner l'attention de la véritable source de corruption. C'était le juge. Les murs de la salle d'audience semblaient se resserrer vers l'intérieur, l'espace se rétrécissant, suffocant sous le poids de la révélation. L'équipe de défense restait figée, leurs expressions soigneusement élaborées, s'effritant, leur confiance se fracturant sous la preuve indéniable qui venait d'être présentée à tous. La galerie éclata en murmures, des voix étouffées luttant pour traiter ce qui venait d'être mis à nu devant eux, et pourtant, au milieu du chaos, au milieu de la prise de conscience que la salle d'audience n'était plus sous son contrôle, le juge Holloway resta immobile, sa main resta enroulée autour du marteau, son expression figée sur place, il ne réagit pas, il ne se leva pas. Mais, pour la première fois, il n'avait pas de défense. La panique se propagea dans la salle d'audience comme une onde de choc, brisant l'atmosphère contrôlée qui existait quelques instants auparavant. Le visage de Holloway demeurait indéchiffrable, mais ses doigts se crispèrent autour du marteau, ses jointures blanchissant sous le poids de la révélation qui s'écrasait sur la salle. L'enregistrement semblait toujours résonner dans l'esprit de ceux qui l'avaient entendu, la voix d'Hector Reyes refusant de se taire même dans la mort. Les murmures s'élevèrent jusqu'à devenir frénétiques, une vague d'incrédulité et d'indignation que le juge ne pouvait plus contenir. D'un geste brusque, il frappa le marteau, le son craquant à travers le chaos, comme un coup de feu, exigeant l'ordre. Mais le pouvoir qu'il avait exercé si longtemps, l'autorité qui avait autrefois maintenu cette salle d'audience obéissante, s'effritait. Les murmures ne s'éteignirent pas. Ils devinrent seulement plus forts. À la table de l'accusation, Langston se pencha vers Whittaker, son expression n'exprimant plus une certitude suffisante, mais un calcul urgent. L'échange chuchoté entre eux était précipité, frénétique, comme s'ils étaient déjà en train de tracer une voie de sortie pour échapper à la tempête qui se préparait autour d'eux. Le poids de ce qui venait d'être révélé était trop lourd pour être ignoré, trop accablant pour être écarté par des manœuvres juridiques. Ils avaient besoin d'un nouveau plan, et il le fallait vite. Mais même s'ils conspiraient à voix basse, leur regard ne cessait de se diriger vers le fond de la salle, vers les hommes en costume qui étaient restés étrangement silencieux tout au long du procès. Daniel les remarqua également. Leur présence avait été facile à ignorer au début, se fondant dans la mer de spectateurs, mais maintenant leurs mouvements les trahissaient. Ce n'étaient pas des observateurs ordinaires, c'étaient des hommes qui se comportaient avec le genre de contrôle qui découle de l'exercice d'un véritable pouvoir, celui qui opère en dehors des limites de toute salle d'audience. Agents fédéraux, fonctionnaires du gouvernement, des personnages qui n'étaient pas venus pour être témoins de la justice, mais pour s'assurer que la vérité ne quitte jamais ses murs. Puis, sans prévenir, tout a explosé. Les lourdes portes au fond de la salle d'audience se sont ouvertes avec une force qui a secoué la foule rassemblée. L'agitation soudaine a provoqué une nouvelle vague de panique dans la salle alors que des silhouettes en uniforme se précipitaient à l'intérieur. Des marshals américains, leurs mouvements précis, leurs expressions indéchiffrables, se frayaient un chemin, leur présence coupant le chaos avec une intention indubitable. Mais alors qu'ils passaient devant la table de la défense, devant l'accusation, devant même l'homme assis sur le banc du juge, il est devenu immédiatement clair qu'ils n'étaient pas là pour Holloway. Ils se dirigeaient droit vers Grayson et Daniel. L'un d'eux s'est avancé, un badge de haut rang clignotant dans sa main, sa voix portant au-dessus du silence stupéfait qui s'était abattu sur la salle. Il parlait avec l'efficacité froide de quelqu'un qui ne faisait qu'obéir aux ordres, quelqu'un qui ne s'intéressait pas au procès lui-même, mais seulement à faire taire le problème qu'il avait créé. La situation, déclara-t-il, était désormais une question de sécurité nationale.
Daniel Reyes n'était plus un témoin. Il était un atout à placer en détention. Grayson bougea avant que Daniel ne puisse réagir, son corps se déplaçant instinctivement pour protéger le garçon des policiers qui s'approchaient. Sa posture, rigide et provocatrice, indiquait clairement qu'il n'avait aucune intention de les laisser mettre la main sur Daniel. Ses mots étaient tranchants et inflexibles. Sa voix portait le défi brut d'un homme qui s'était battu trop durement, avait trop perdu pour reculer maintenant. Il n'allait pas les laisser l'attraper. Pas comme ça. L'air devint plus épais, chargé du poids d'une confrontation imminente. Les marshals, entraînés à gérer la résistance, ne montrèrent aucune hésitation alors qu'ils continuaient leur approche, leur formation ininterrompue. Ce n'était pas la première fois qu'ils étaient envoyés pour récupérer quelqu'un jugé trop dangereux pour rester en liberté. Mais alors qu'ils se préparaient à avancer, quelque chose d'inattendu se produisit. Une silhouette se dressa sur leur chemin. L'huissier, un homme qui avait passé sa carrière à maintenir l'ordre dans ses murs, qui était resté un exécuteur impartial de la volonté du tribunal, s'avança enfin. Pas vers Daniel, pas vers Grayson, mais vers les portes. Sans un mot, il tendit la main, agrippa les poignets avec une ferme résolution. Puis, d'un seul mouvement, il les referma. Le lourd verrou s'enclencha. Pour la première fois depuis le début du chaos, un véritable silence s'abattit sur la salle d'audience. Tous les regards se tournèrent d'en haut vers l'huissier, vers l'homme qui avait, en un instant, changé le cours des événements. Son visage, ridé par des années passées à assister au lent déclin de la justice, ne laissait planer aucune hésitation, aucune incertitude. Il en avait assez vu. Il avait joué son rôle dans ce système assez longtemps. Et maintenant, la vérité enfin dévoilée, il en avait fini. Le poids de sa décision lui apparut clairement alors qu'il tendait la main, les doigts agrippant le badge épinglé à son uniforme. Avec une lenteur délibérée, il le retira, le retenant une fraction de seconde avant de le laisser tomber au sol. Le cliquetis métallique résonna dans le silence. Un acte de défi évident. Un rejet définitif de la corruption qui empoisonnait cette salle d'audience depuis trop longtemps. Le jury était figé, pris entre l'incrédulité et la prise de conscience. La défense et l'accusation restèrent immobiles, sachant que ce qui allait se passer ensuite serait hors de leur contrôle. Les shérifs hésitaient, leurs ordres autrefois certains maintenant embrouillés par le changement imprévisible d'allégeance. Et au plus haut banc, où il avait autrefois exercé un pouvoir absolu, l'expression de Holloway s'assombrit. Il regardait son empire s'effondrer. Les murs de contrôle qu'il avait passé des décennies à construire commençaient à se fissurer. Il n'était plus le juge dans cette salle. Il était l'accusé. Pour la première fois, Holloway comprit. Le contrôle lui échappait. La salle d'audience sombra dans le chaos, les procédures autrefois ordonnées se fracturant en un champ de bataille où les allégeances étaient mises à l'épreuve et où des frustrations longtemps enfouies remontaient à la surface. Certains officiers, liés par le devoir ou la peur, se précipitèrent pour arrêter Daniel, leurs mains tendant la main vers le garçon comme si le faire taire allait d'une manière ou d'une autre annuler la vérité qui avait déjà été exposée. D'autres, ceux qui avaient passé des années à regarder la justice plier et se briser sous le poids de la corruption, hésitaient. Ils étaient las des mensonges, las de la mascarade. Et pour la première fois, ils refusaient d'être complices. La galerie, remplie de journalistes, d'observateurs juridiques et de citoyens qui s'attendaient à un procès, se gonflait d'indignation. Des cris résonnaient contre les murs de marbre, un raz-de-marée de voix exigeant des comptes, exigeant des réponses, exigeant quelque chose de plus que les performances creuses qui avaient longtemps défini cet endroit. Certains réclamaient la démission de Holloway, d'autres son arrestation immédiate. Mais au milieu du tumulte, au milieu de la prise de conscience croissante que ce procès n'était rien d'autre qu'une illusion soigneusement construite, une voix s'éleva au-dessus des autres. Grayson ne recula pas. Il resta sur ses positions, sa présence inflexible, alors même que la salle d'audience était sur le point de perdre tout contrôle. Sa voix coupa la clameur. Ses mots n'étaient pas un plaidoyer, mais une exigence. Il appela Holloway par son nom, faisant peser sur le juge le poids de la responsabilité, refusant de le laisser filer sous le couvert de la confusion. Les accusations avaient été portées, les preuves avaient été présentées. Les personnes présentes dans cette salle avaient entendu la vérité de leurs propres oreilles, avaient vu les fissures dans les fondations du système judiciaire mises à nu devant elles.
Et maintenant, il ne pouvait plus y avoir de retour en arrière. Mais Holloway n'était pas un homme qui s'effondrait sous la pression. Des décennies de pouvoir l'avaient façonné en quelque chose d'immuable, quelque chose qui échappait à des conséquences ordinaires. Il ne vacillait pas, il ne se recroquevillait pas. Au lieu de cela, comme si l'idée même de faire face à des répercussions était absurde, il sourit. C'était une expression lente et entendue, qui ne portait aucune peur, aucune incertitude, seulement l'amusement froid d'un homme qui comprenait le jeu bien mieux que ceux qui osèrent le défier. Il se pencha en avant, sa voix tombant à un murmure, un son que seul Daniel pouvait entendre. Les mots qu'il prononça n'étaient pas une explication, ni une justification, mais une révélation de la vérité qui régnait dans cette salle d'audience bien avant que le garçon n'y mette les pieds. La justice n'avait jamais été une question de vérité, elle n'avait jamais été une question de bien ou de mal. Elle avait toujours été une question de contrôle. Puis, sans hésitation, il leva le maillet et l'abattit en 3 coups délibérés. Les craquements secs réduisirent la salle au silence, non pas parce que l'ordre avait été rétabli, mais parce que quelque chose de définitif avait été déclaré. Le poids de ces 3 coups, la finalité de la motion, envoyèrent un message clair. C'était fini. Non pas parce que justice avait été rendue, mais parce que celui qui contrôlait l'issue avait décidé qu'il était temps de s'en aller. Holloway se leva de son siège avec la même autorité inébranlable qu'il avait manifestée au début du procès. Il ne regarda pas le jury, ni l'accusation, ni la défense. Il ne fit pas attention au chaos qui régnait autour de lui, ni aux agents qui se disputaient toujours sur la marche à suivre. Il avançait avec la certitude d'un homme qui savait qu'il n'aurait jamais à subir de conséquences. Un homme qui comprenait que peu importe à quel point les preuves étaient accablantes, peu importe l'intensité des protestations, il ne serait jamais tenu responsable. Avant que quiconque puisse réagir, avant que la prise de conscience ne s'installe dans la salle, une porte latérale derrière le banc du juge s'ouvrit. Elle était là depuis toujours. Une voie de sortie inaperçue intégrée dans la conception même du tribunal. Et sans même un regard en arrière, Holloway la franchit, disparaissant dans le labyrinthe de couloirs qui s'étendait hors de portée du public, se glissant sans effort dans la machine de corruption qui l'avait longtemps protégé. Daniel resta figé sur place. Il était venu ici en espérant que justice soit rendue, croyant que la vérité avait le pouvoir de changer les choses, de faire répondre les responsables de leurs crimes. Et pourtant, l'homme qui lui avait pris son père venait de repartir en liberté. Le système censé rendre la justice s'était au contraire révélé tel qu'il était vraiment. Un bouclier pour ceux qui détenaient le pouvoir, une arme brandie contre ceux qui osaient le défier. La salle explosa une fois de plus, les voix s'élevant, les exigences se transformant en colère, en incrédulité. Certains agents fédéraux restèrent bloqués dans leurs discussions. D'autres se dirigèrent vers Grayson et Daniel, incertains à présent de savoir si leurs ordres étaient toujours valables. La galerie grouillait de mouvements, les journalistes se bousculant pour capturer l'instant, sachant que ce qui venait de se passer était plus important que n'importe quel procès. Les officiers qui avaient hésité auparavant semblaient maintenant paralysés, pris entre les lois qu'ils étaient censés faire respecter et la réalité que ces lois venaient d'être rendues sans signification. Mais au milieu de la tempête, au milieu des voix et du mouvement et du poids de la trahison qui pesait sur lui, Daniel savait une chose avec une certitude absolue. Ce n'était pas fini.